Bonjour et bienvenue au One Eye Club, le podcast BD et jeux de société. À la rigueur, on voit les enceintes, hein. Elle est branchée, elles sont branchées. Bonjour et bienvenue au One Eye Club. Je suis One Eye Pied, je suis accompagné de Thiouk en train de tirer sur des fils et de Tizak. Salut à tous. Nous sommes en direct même si vous n'écouterez pas cette émission en direct, du Festival des Calanques et des Bulles avec un invité. Et cet invité, c'est Martin Wittberg. Bonjour Martin. Bonjour. Alors Martin Wittberg, vous le connaissez sans doute pour son blog hébergé sur Le Monde. Et puis aussi pour ses bandes dessinées, pour la pub Direct Assurance. Tout le monde connaît la pub Direct Assurance. J'espère qu'elle commence à passer un petit peu dans l'oubli, parce que c'est pas forcément ce que j'ai fait de plus impressionnant. C'est ce que j'ai fait de plus rentable. Le plus impressionnant, je suis pas sûr. Financièrement, pour ton banquier, c'est peut-être le plus impressionnant. Ouais. Ouais. Donc le temps de cette émission, nous allons revenir un peu sur la vie et l'œuvre de Martin, son superbe parcours à l'IUFM et ce genre de choses. Et nous enchaînerons ensuite où il va nous parler de quelques BD. Alors là, on est un peu en impro sur les BD parce que je m'y suis pris un peu n'importe comment, j'ai oublié de le prévenir à l'avance. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, tu m'as prévenu il y a au moins 2 ans. Oui, c'est vrai. Et j'y ai pas encore réfléchi, mais ça va venir pendant l'émission. Pour le hors-série de 2016, on sera prêt. On sera prêt. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Alors, Martin, justement, toi, tu as commencé en étant enseignant. Tu as eu une formation à la fac de géographie. Oui, j'ai commencé par faire des études de géo parce que je voulais faire enseignant et que pour faire enseignant, on fait ce qu'on veut. On fait des études de n'importe quoi et après on débouche sur l'enseignement. Surtout maintenant qu'il n'y a plus trop de formation, même s'ils sont en train de remettre une en place. Et quand on fait des études au pif, on s'emmerde un petit peu dans le fond des amphis. Donc il y a ceux qui se mettent ensemble et qui discutent. Et puis il y a ceux qui, comme moi, n'ont pas trop envie de discuter. Et c'est là que je me suis vraiment mis à faire de la bande dessinée. La formation d'enseignant, c'est celle qui m'a poussé à me mettre au dessin, à la BD, à aller écumer un petit peu les librairies. Et puis à découvrir un petit peu ce médium-là. Mais comment tu avais pas la bande dessinée, c'est venu un peu par hasard. Tu comptais essayer de faire de la bande dessinée? Non, pas du tout. Enfin, alors après, je pense que c'est comme tous les auteurs de bande dessinée, quand on fait le parcours dans l'autre sens, qu'on réfléchit un petit peu à ce qui nous a amené à la BD, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui, étant enfant, qui font que oui, on se destinait à ça. Mais j'avais pas l'idée que c'était un métier du tout, moi. Pour moi, il fallait faire un vrai travail comme enseignant, comme plombier ou quelque chose comme ça. Et la BD, c'était inimaginable. Ceci dit, quand j'étais gamin, j'avais un rêve, moi, c'était d'être Walt Disney. Je ne suis pas encore tout à fait arrivé, mais... Quand est-ce qu'on aura un parc d'attractions, Martin Wittberg? Ah, c'est génial, les mecs déguisés en patates. La grosse vengeance. Ah! Bon, madame, on vous engage, vous n'avez pas besoin de déguisement. Ça nous fera des économies. C'est pas beau, ça. Ah, c'est moche. Ah, c'est moche, ça. Alors, tu t'es fait connaître très tôt parce que tu as été actif sur ton blog sur Everland. Oui, c'était le pseudo que j'avais choisi pendant un moment, parce que comme n'importe qui, quand on va sur Internet, on n'ose pas mettre son nom au début, on met un pseudo débile, ce qui était mon cas. J'ai réfléchi environ 15 secondes, et j'ai choisi ce pseudo-là, et je l'ai trinqué pendant un bon bout de temps, jusqu'au jour où j'ai publié mon premier album de bande dessinée. On m'a dit, bon, bah, tu mets quoi comme nom sur la couverture? Et à cette période-là, il y a ma belle-mère qui commençait à m'appeler Everland au quotidien, et je me suis dit qu'il était grand temps de revenir à un nom normal. Grandis. Donc c'était assez tôt, je veux dire, au niveau des blogs BD, 2002, il n'y en avait pas des tonnes à l'époque. Premier. Je l'ai ouvert en 2000, exactement. Alors c'était pas un blog dynamique comme ça existe maintenant, où quand tu fais une mise à jour, tu n'as pas besoin de t'y connaître en code. Moi, j'actualisais la page HTML à chaque fois. Et donc, à cette époque-là, il n'y avait pas de blog, je crois. Le premier que j'avais vu, c'était un blog écrit par un copain qui s'appelle Jube, qui est toujours très actif sur Internet dans le milieu de la bande dessinée. Et j'avais copié ce système de mise à jour ordonné chronologiquement, sauf que je codais tout moi-même. Pourquoi tu as attaqué ce blog? Tu as ressenti un besoin particulier de faire ça? Tu avais envie de
d'être publié, de montrer ce que tu faisais? Non, pas du tout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'avais pas du tout l'intention de devenir auteur de bande dessinée. Juste, j'étais enseignant. Je commençais un petit peu mes études d'enseignement à ce moment-là. Et comme je dessinais pas mal, j'avais envie de le mettre quelque part, tout simplement. Donc, à cette époque-là, toutes les personnes qui touchaient un petit peu un milieu artistique, voire moins, avaient tendance à ouvrir des trucs sur Internet, des blogs, des sites perso, des MySpace, des machins comme ça. Et donc, j'ai fait comme tout le monde. Donc sur ton blog, tu as prépublié pas mal de trucs qui sont ensuite sortis en album. Bon, il y avait le JO 2012. Oui, ça c'est vieux. Ça. Qui étaient des petites, des sortes de dessins, ça, un peu dessin de presse, ça faisait déjà. Ouais, il y avait 10 dessins, hein, c'était pas énorme comme truc. C'était au moment du choix de la ville qui allait organiser les Jeux Olympiques de 2012, donc ça devait être en 2004, quelque chose comme ça. Et j'avais fait une petite parodie où j'imaginais que les Jeux Olympiques ne pouvant être organisés à Paris seraient organisés chez moi. J'étais candidat et j'avais organisé le truc. Et puis ça avait été remarqué par un petit éditeur qui se lançait à l'époque, qui s'appelle Danger Public, qui s'appelait, parce que je ne sais depuis exister. On en avait fait des mini-blogs, ils avaient appelé ça à l'époque, des tout petits albums, et tous les auteurs qui tenaient les blogs à cette époque-là en avaient fait un. Donc tu enchaînes avec le journal d'un remplaçant, qui lui, pour le coup, s'est fait pas mal remarquer. Alors je me suis mis au journal d'un remplaçant pas très longtemps après, donc ça faisait déjà 5 ans que j'avais un site internet à l'époque, en me disant, tiens, si je fais un récit au long cours comme ça, je me lance dedans, je vais raconter une année au jour le jour de ce qui se passe à l'école. D'une part, je vais assouvir un de mes fantasmes qui est de partager un petit peu ce métier-là qu'on croit tous très bien connaître et qui en fait n'est pas du tout le même une fois qu'on se retrouve devant un tableau que celui qu'on a vu en tant qu'élève. Et puis d'autre part, je vais peut-être apprendre à faire de la bande dessinée. J'avais en plus l'idée de... Même si ça faisait 5 ans que je faisais le blog, j'étais pas du tout un expert en dessin. Et j'avais cette idée que Trondheim m'avait appris à faire de la BD en faisant les carottes de Patagonie, qui avait un bouquin de 500 pages. Ce qui est une légende urbaine en vrai. Oh, quand même, il a fait 500 pages au fur et à mesure sans trop réfléchir au scénario. C'est un bon entraînement quand même. Ouais. Oui, puis tu vois une évolution quoi, entre les premières pages et puis la fin. Et donc c'était un petit peu mon idée, mais j'avais aucune intention d'en faire un bouquin. Je savais pas du tout ce que l'année allait donner. Ça allait peut-être être complètement chiant, une année où il se passe rien. Et il s'est trouvé donc, d'une part, je me suis retrouvé dans un établissement particulier qui a fait que le récit avait un intérêt, et puis que d'autre part, ça a attiré l'attention des éditeurs. Mais c'était pas prévu. Je suis très content de l'avoir fait, je regrette absolument pas, mais des fois je me dis, ça aurait été pas mal que je maîtrise un tout petit peu mieux le coup de crayon. Au niveau de ce bouquin, justement, c'est que tout de suite on a vu que c'était pas que de l'humour. C'est-à-dire quand tu as un côté dessinateur humoristique, mais il y a toujours un petit fond de gravité. Alors dans le journal d'un remplaçant, en plus, il y a des moments de déprime profonde. Hein. Ça a l'air super. Enfin, c'est assez dur en fin de compte. Et tout ça avec ton style, avec tes bonhommes patates. Ce choix de faire ce style-là à la base, c'était parce que c'était plus simple, parce que les premières planches que j'ai fait de cet album-là, je les avais fait en style semi-réaliste. C'est parce que j'ai commencé à dessiner en semi-réaliste. J'ai été oublié depuis, mais. Et puis, non, l'intérêt de ces personnages, c'est que quand on les regarde, on pense que ça va être rigolo. Donc on ne s'attend pas du tout à ce que ce soit sérieux, mais rien n'empêche de le faire. Rien n'empêche de faire une planche un petit peu plus grave ou de raconter quelque chose d'un peu plus sensible. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne pas mal aussi aujourd'hui avec du dessin d'actualité, dans la mesure où les sujets sont toujours très sérieux, et où on a cette balance entre du rigolo et puis du plus grave en même temps. Ça marche très bien en fait. Oui, c'est plus facile de présenter quelque chose d'un petit peu difficile au niveau du sujet avec un personnage qui enlève la gravité, qui permet d'attirer aussi l'œil, parce que ça peut être un peu fatigant d'avoir la même actualité. Ouais, ça me correspond bien, ça correspond à mon caractère, parce que tout le monde n'a pas forcément la même approche des choses, mais moi j'ai tendance à penser que dans une journée d'enseignant, pour ceux qui connaissent très très bien l'école, ce qui est votre cas, si j'ai bien tout compris, qui connaissent bien. Il y a des moments qui sont très légers, et puis des moments qui sont plus sérieux, donc ça correspond parfaitement à cette image-là. Ensuite, autre bouquin que tu avais prépublié, Perdu sur l'île déserte, qu'on avait pu voir sur ton blog, et Les instituts n'aiment pas l'école, tu l'avais prépublié celui-là ou pas? Non, celui-là je ne l'avais pas prépublié, c'était une commande, parce que je ne ferai sans doute plus jamais, parce que même, je renie pas du tout l'album, mais je trouve que la démarche de faire une commande pour un bouquin,
c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais c'est un tout petit truc, les incites même à l'école. C'est du semi-mini quart de tiers de livre de poche. C'est un truc qui tient dans la poche arrière du jean. Et qui était une sorte de journal d'un remplaçant, mais à destination des élèves. Par contre, Perdu sur l'île des Vertes, c'est une petite bande dessinée que j'ai fait pour m'amuser. Une bande dessinée qui fonctionne en cadavreski aussi, à savoir que j'avais pas tout scénarisé à l'avance, et qui a été diffusée sur Internet et après repris par un éditeur du Antre à l'époque, qui a disparu aussi. Est-ce que Guy Delcourt a peur? Je pense pas. Non, mais j'ai commencé par Delcourt. Le tueur de monde est parmi nous. Ok. Expérience de scénariste aussi sur Les Passeurs, c'était une expérience un peu particulière avec Michael Roux. Oui, parce que c'était son initiative. En fait, il avait envie de bosser avec moi, ce qui est très agréable. Donc, moi, j'avais pas trop l'expérience d'être scénariste. Dès qu'il y a un truc un petit peu nouveau, je me jette dedans. Et ça s'est très bien passé. On s'est bien amusé ensemble. Alors, c'est sur son univers. C'est pour ça que l'expérience est un petit peu bizarre, parce qu'il faut arriver à se caler sur l'univers d'un autre. Mais je pense que ça m'a enrichi plus qu'autre chose, même si depuis, j'ai pas réussi à travailler avec quelqu'un. Pourtant, il y a quelqu'un qui a travaillé avec tes dessins. C'est Nemo7 pour le blog paru chez Onapratut. Alors là, c'est une démarche inverse, c'est-à-dire que c'est toi qui as fait 4 cases et lui, il a fait une BD avec. C'est très boubapiste comme démarche. C'est un concours au départ, c'est ça? Ouais, c'est un truc qui a déjà été fait, je crois, par Trondheim, et puis j'ai oublié quelle personne. Menu, je crois. Ouais, c'est Menu et Trondheim, c'est ça, ouais. Et donc moi au début sur mon blog j'avais fait 4 cases et j'avais proposé, ou 6 cases peut-être, j'avais proposé aux visiteurs de créer une petite planche avec ça, de me rajouter des dialogues. J'ai déjà fait plusieurs fois d'ailleurs ce concours-là. Et Nemo7 était tombé dessus et lui a trouvé que le concours était un peu trop facile et il a fait un album avec. Il a fait un blog déjà qui tous les jours il mettait une nouvelle planche et au final ça a donné lieu à un album. Et ça a été une expérience très amusante parce que moi, quand j'ai eu l'album entre les mains, j'avais pas lu toutes les planches qu'il avait fait au fur et à mesure sur le net et j'ai donc découvert un bouquin avec mes dessins dont je connaissais pas tous les dialogues. Je me souviens que je l'ai lu dans la salle d'attente d'un docteur où je venais me faire opérer de la main en plus, je m'étais cassé le bras. Et on avait tous la main dans le plâtre dans la salle d'attente et moi je me marrais comme un tordu avec la BD que j'avais illustrée, que je découvrais au fur et à mesure. Et oui, donc, en gros, tu n'avais pas tout lu et tu lui as permis de publier avec tes dessins. Alors, j'en avais lu un gros morceau sur le blog, mais il avait retravaillé des trucs, il n'avait pas du tout m'envoyé au fur et à mesure. Je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, parce que ça commence à dater un petit peu. Et ouais, quand j'ai découvert l'album, ne serait-ce que par la lecture au fur et à mesure, on voit les choses un petit peu différemment que quand on l'a vu sur le web. On enchaîne avec un peu les collectifs. Donc, tu as participé à des collectifs. Tu as eu Qu'est-ce qui te fait peur en 2003 chez Onapratut et Vie de merde illustrée chez Michel Lafon en 2009. Pareil, c'est de la commande? Plus ou moins. Vie de merde, oui. Onapratut, non. C'est un groupe de dessinateurs très sympathiques. J'ai toujours beaucoup de plaisir à les croiser quand je tombe sur eux en festival. Parce que je connais pas grand monde dans le monde de la bande dessinée. Je suis assez isolé, moi, tout seul à la frontière suisse. Donc j'ai peu de copains. Quand je tombe sur eux, je suis toujours ravi. J'ai un problème avec les collectifs parce que j'aime pas trop ça à la base. J'aime pas trop qu'on m'impose un thème, parce que c'est souvent le cas. Quand il y a un recueil collectif de bande dessinée, on sait sur un thème à la con généralement, surtout quand il est imposé. Et donc j'ai bien du mal avec ça. J'accepte quand le groupe de copains est vraiment sympa et que j'ai envie de bosser avec eux. Mais tu disais justement que le collectif, c'est pas quelque chose qui te tente bien. Tu disais tout à l'heure que les commandes, c'était quelque chose qui te gênait aussi. Et à l'arrivée, tu en fais quand même. J'en fais très peu. Je pense comparativement à d'autres auteurs, les collectifs, il y a ceux d'Onapratut que j'ai fait. Donc c'est toujours la même bande. Alors pour ce qui est de la vie de merde et puis ce genre de bouquin, c'est une planche, ça prend une demi-journée, oui. Même pas, donc je pense que c'est complètement sur anecdotique. C'est toi qui avais choisi l'anecdote illustrée? Ils avaient envoyé une liste, je crois, puis j'avais dû choisir. Bon, la raison pour laquelle j'ai accepté Vie de merde, si je me souviens bien, c'est parce que en voyant la liste, il devait y avoir Pénélope, tout un tas d'auteurs, on se dit ouais, c'est cool de faire un truc avec des gens qui ont déjà un nom, qui sont déjà installés, mais en y repensant, je le fais moins maintenant. C'est le côté manque de liberté, manque de pouvoir changer les choses comme tu le sens au dernier moment. On s'imagine toujours que ça va être génial. Il y a un casting pas possible. On croit qu'on va s'amuser comme c'est. Mais en fait, le plaisir de publier dans ce genre de collectif, déjà, on n'a pas de retour.
Le bouquin, après, une fois qu'il est paru, on voit pas trop ni les auteurs, ni l'éditeur, il disparaît, ni le public, encore moins. Et donc le plaisir d'auteur de bande dessinée, je le retrouve pas là-dessus. Je le retrouve bien davantage sur un blog. Quand on publie une planche, on a tout de suite les retours, les échos, les liens Facebook qui montrent que ça marche ou pas. Donc finalement, c'est pas ce que je préfère en bande dessinée. Mais tu aimes bien avoir un retour quand même de la part du public Comme tout le monde. Est-ce qu'on dessine pour soi-même en laissant tomber l'idée de l'album après une fois qu'il est paru? Non, on a quand même envie de voir ce qui se passe. Ce que nous disait Ibn Rabin quand on l'a interviewé, c'est que parfois, lui, il apprécie aussi simplement le fait d'avoir envie de faire un bouquin, de pouvoir le sortir, donc d'avoir un petit éditeur qui lui fasse confiance, même s'il était vendu qu'à 6 exemplaires, parce que pour le coup, il avait simplement envie de produire ce travail-là et pas forcément attendre un retour particulier. Oui, c'est le côté artisan, ça. Moi aussi, des fois, j'ai envie de me fabriquer un petit meuble pour mon salon parce que je trouve que ça serait chouette, même si personne ne va le voir. Mais malgré tout, une fois que c'est fait, si tu as quelqu'un qui te dit ce bouquin-là, il m'a marqué, si tu vois que pour un blog, il y a des liens qui s'est échangé d'un seul coup, il y a 500 liens Facebook, t'es content. C'est pas anecdotique non plus, ça compte malgré tout. On arrive sur justement le blog, donc tu as un blog invité sur la plateforme du Monde. On avait déjà interviewé Sébastien Célimon, qui faisait le comptoir de la bande dessinée. D'ailleurs, tu donnais des conseils BD, il me semble. Oui, un petit peu. C'est-à-dire que moi, je fais énormément de trucs, de conneries aussi, en plus du blog. Et j'ai eu du mal à lire de la bande dessinée parce que j'ai plus le temps. Souvent. Donc je lui avais proposé à Sébastien une fois par mois de pouvoir partager quelques conseils de lecture pour me forcer moi aussi à garder du temps, un minimum, d'avoir un prétexte pour lire. Et je l'ai tenu pendant 6 mois environ, et après de nouveau j'avais plus le temps, donc j'arrivais plus à l'alimenter. Donc Sébastien nous avait un peu parlé de comment ça fonctionne sur la plateforme du Monde. Alors c'est un peu complexe, tu peux être payé mais pas forcément, mais tu dois publier un certain nombre de trucs. Enfin lui, il fallait qu'il ait un quota de nombre de publications à faire. C'est assez vague en fait. Faut que le blog soit utile. Donc si ça fonctionne, généralement on ne pose pas de question de quota ni quoi que ce soit. Il y a quelques règles, mais je les ai oubliées. D'ailleurs, je sais même pas où j'ai fichu mon contrat. Je fouille un petit peu. C'est très vague, puis c'est variable selon les auteurs. C'est eux qui t'ont invité Ouais. C'est-à-dire que j'ai commencé, après avoir fait le journal d'un remplaçant, je me suis dit, mais de quoi j'allais parler maintenant? Et comme je suis pas exocentré, j'ai pas envie de parler de moi, même dans le journal d'un remplaçant, l'autobiographie est un prétexte pour parler de l'enseignement. Je parle jamais de moi en dehors de l'école. Et le sujet de l'actualité était parfait parce que ça nous concerne tous, ça permet quand même de se mettre en scène, de déconner avec des thèmes qu'on connaît tous. Et j'ai commencé à parler de l'actualité sur mon blog personnel avant de me dire que ça serait pas mal de mettre l'actualité là où les gens viennent la chercher, c'est-à-dire sur un site d'actu. Et j'ai marqué ça sur le blog en disant que j'aimerais bien m'exporter, que j'y réfléchissais. Et après, j'ai reçu la proposition du Monde d'aller chez eux. Ça veut dire qu'avant que tu sois au Monde, il y avait des gens du Monde qui... Ouais, j'avais repéré, je vais être honnête, j'avais repéré qu'il y avait des gens du Monde qui laissaient des commentaires. Donc j'ai lancé l'appel du pied en me disant il y a peut-être une chance d'y aller. Tu avais vu des mecs de Direct Assurance qui venaient sur ton blog aussi Alors là, je sais pas du tout comment ils ont trouvé. Je crois qu'ils ont trouvé la bande dessinée chez Direct Assurance plutôt que le blog. D'accord. Sur le blog, donc, il y a un contrat, tu es payé par le Monde. Est-ce que ça pose des contraintes? Ouais, on a un souci là en ce moment avec le Monde, c'est que apparemment les journaux, quand ils payent un auteur de bande dessinée, n'ont pas le droit de te payer en droit d'auteur, passer un certain seuil, parce que c'est des journaux et qu'on essaie de protéger les journalistes et d'obliger les journaux à les salarier. Donc en ce moment c'est très flou administrativement, je ne saurais pas vous expliquer exactement comment ça fonctionne, parce qu'on est en train de chercher une solution pour que les choses soient claires et carrées. Mais au niveau du contenu, tu as le droit de dire ce que tu veux. Je dis exactement ce que je veux. Le principe, c'est qu'ils reprennent les notes en une, celles qui les intéressent, qui tombent dans l'actu, qui leur convient bien. Et si jamais je parle d'un truc qui les botte moins, ils ne le reprennent pas. C'est juste sur le blog, c'est les habitués qui vont le voir. Donc je fais ce que je veux, à l'heure que je veux, dans le format que je veux, ce qui est très agréable, ce qui n'est pas du tout le cas des dessinateurs de presse qui sont sur le journal papier. Et toi, jamais tu t'imposes justement de te dire ça, je vais peut-être pas le faire parce que ça va pas passer. Toi, tu fais une autocontrainte. Quand il y a une actualité qui domine sur la journée, c'est con de pas en parler. Donc j'essaye systématiquement de le faire, mais si j'ai pas d'idée, je vais pas faire n'importe quoi non plus. Donc dans la mesure du possible, j'essaye de le faire.
Mais bon, sur des trucs comme Fukushima, sur Boston, le jour même où il y a l'attentat ou le raz-de-marée, c'est beaucoup plus compliqué d'en parler parce que les gens sont pas prêts à rigoler là-dessus. Donc je fais un dessin qui est pas vraiment rigolo, qui essaye d'aborder la question. Sur Boston, par exemple, je me suis amusé. J'ai dessiné un marathon où on commence par les coureurs. Après, on voit l'attentat qui se produit, et après, on voit le FBI qui court, puis éventuellement l'armée, parce qu'on savait pas du tout qui étaient les commanditaires et quelles seraient les conséquences de cet attentat. Donc, c'était pas un dessin d'humour, c'était vraiment un dessin de presse pour le coup. Mais malgré tout, les visiteurs viennent sur le site en se disant tiens, c'est des patates, ça va être rigolo, et il y a des gens qui se disent non, mais t'avais pas le droit de traiter de ça ce jour-là. Donc, c'est amusant de voir. C'est à la fois difficile, puis en même temps, je fais ce que je veux. Hein. Le dessin, j'avais envie de le faire, je l'ai fait. Oui, le Monde, ils sont pas en train de temps en temps te dire non, là tu comprends, l'actualité est trop chaude, tu peux pas travailler dessus. Ah non. Le principe, c'est des blogs, donc la responsabilité impute à leurs auteurs. D'accord. Donc si on fait des conneries, c'est de notre faute. Donc ça a été adapté en 2 bouquins. Il y a eu Quinquennat nerveux en 2011. Jusque-là, tout est normal en 2012. Donc c'est des sélections d'articles de blog. Comment tu fais? Est-ce que tu rajoutes des choses dans les bouquins? Est-ce que et comment tu fais ta sélection? Alors, on a longtemps hésité à faire les albums. Moi, je me suis posé la question. J'en avais parlé à Trondheim. Il m'avait dit à l'époque que lui, il trouvait que comme c'était périmable, sans quoi il a tout à fait raison, c'était pas forcément une bonne idée d'en faire des bouquins. Donc, sur le coup, après le lancement du blog, je me suis dit, c'est Trondheim qui me le dit, il a raison. Pendant 2-3 ans, j'en ai pas fait. Et puis plus tard, c'est Yannick Lejeune qui est revenu me voir en me disant non, mais ça serait, donc pour le même éditeur, hein, parce que Trondheim et Yannick Lejeune travaillent tous les deux chez Delcourt, il me dit non, mais ça serait bien quand même, il y a des gens qui ont envie de le lire. J'étais pas convaincu absolument, mais bon, je m'y suis mis, on a fait une sélection, et en fait, je me suis rendu compte que même si effectivement, c'est pas des livres qui vont s'acheter 10 ans après parution, puisqu'on parle d'une activité qui est assez chaude, puis qu'après, il s'efface de plus en plus, il y a du plaisir à retravailler le thème. Je rajoute une 20aine de planches à chaque fois, j'essaie de trouver un fil conducteur. Et puis tout simplement, je me fais plaisir et je me rends compte qu'il y a des gens qui ont envie justement d'avoir ces recueils-là, de se replonger un petit peu dans une année de ce qu'ils ont suivi sur Internet. Et ça marche plutôt pas mal. Oui, c'est sur le principe un petit peu des Guignols de l'info qui faisaient un bilan annuel de l'actu. Je trouve que ça ressemble un petit peu à ce concept-là. Et effectivement, il y a de la demande. Oui, et puis c'est pas le caractère, je fais pas un bouquin en me disant celui-là va rester, parce qu'on a une image très sacrée du bouquin en France. On se dit que une fois qu'on publie un livre, il y en a beaucoup, donc c'est le rêve d'ailleurs, il faut absolument publier un livre pour laisser une trace. Là, ici, on est dans le livre à consommer. Celui qu'on lit une fois, qu'on garde éventuellement parce qu'on est content d'y retourner pour se souvenir de ce qu'on a vécu. Mais c'est l'album photo souvenir. Alors en dehors du blog, tu as fait d'autres choses. Tu fais de la BD, je dirais corporate, donc tu fais de l'illustration pour le monde de l'éducation, oui, pour Pharmaciens de France. Oui. Alors là, je cherche le rapport. Alors ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait pas mal de magazines comme ça, assez divers et variés, et souvent ceux pour lesquels j'ai le plus de mal à travailler, c'est ceux dont les sujets sont les plus intéressants, paradoxalement. J'ai travaillé par exemple pour des associations caritatives, et c'est l'enfer. Parce qu'il faut, quand on touche à un point sensible comme ça, il faut essayer d'être à la fois rigolo, mais pas trop, parce que attention, c'est quand même des sujets dangereux. Alors que les dessins que j'ai fait pour Courrier Cadre à l'époque, ça m'avait bien amusé. Je pouvais faire n'importe quoi sur le monde de la finance. En plus, c'est un univers qui est tellement absurde que c'est très facile de trouver le décalage. Et donc le pharmacien, c'est assez rigolo à faire. Sur la santé, c'est amusant. Et puis sur l'éducation, évidemment, il y a plein de thèmes. Là, par contre, c'est un exercice de style très difficile parce que toutes les semaines, il faut que je trouve 2 strips sur l'actualité de l'enseignement. Et c'est pas évident de se renouveler. Puis des fois, il n'y a peut-être pas d'actualité. La plupart du temps, il n'y a pas d'actualité, ou alors elle est insignifiante. Heureusement qu'il y a eu la semaine de 4 jours et demi. Ouais, mais là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe là? Il faut que je fasse 2 strips pour mardi. Si tu as une idée sur... Il y a Mathieu qui attend pour son inspection. Je vais faire un dessin sur l'inspection de Mathieu. Ça va être super. Merci. Super intéressant. Faire le chassé-croisé des vacances entre les premières zones, la deuxième zone, la troisième zone. Waouh! Non, mais sans déconner. Aussi, la morale à l'école. Mais j'ai déjà fait la semaine dernière. Ah, bon. J'ai fait un super jeu de mots sur la morale à l'école et le moral des enseignants. C'est éclatant. Attends, on cherche. On va essayer de trouver. Jusqu'à la fin de l'émission, vous devez chercher, c'est vous les enseignants. T'as fait de la pub
pour Direct Assurance. Pour Bouygues Télécom, tu fais aussi un truc. Ouais, alors c'est pas pareil. C'est pas le même approche. Pour Direct Assurance, j'ai vraiment fait de la pub, c'est-à-dire ils se sont servis de l'univers graphique pour faire des pubs qui étaient diffusées à la télévision. Ça a duré 2 ans, je crois. Ça fait quoi de voir ces dessins bouger? C'était non, mais ils l'ont plutôt bien fait dans l'ensemble. On a toujours un petit peu peur de dénaturer les personnages, mais ça s'est plutôt bien passé. Je faisais pas encore de dessin d'actu à l'époque, donc il n'y avait pas de conséquences dramatiques. Aujourd'hui, ça serait peut-être plus compliqué. Pour Bouygues Télécom, je leur fais du dessin d'humour sur le thème des nouvelles technologies qu'ils diffusent sur leur site. Donc on reste quand même dans du petit dessin d'humour, que ce soit pour Bouygues Télécom ou d'autres. J'ai pas l'impression de faire de la pub là. C'est du dessin de commande plutôt. C'est à quel rythme que tu On en fait 1 par semaine environ. Et enfin le jeu de société. Alors là, c'est devenu quelque chose d'assez gros parce que tu t'es chopé une sorte de légitimité dans le monde du jeu de société. J'ai pas fait exprès. Ouais, t'as quand même été dans le jury du Festival de Cannes de jeux de société, hein, mais quand même dans le jury du Festival de Cannes, je veux dire. C'est-à-dire que le petit monde du jeu de société est petit déjà. Et ils cherchent absolument à trouver des personnes qui ont accès un minimum aux médias pour pouvoir porter un petit peu plus de visibilité à leur univers. Donc à un moment, dans le jury du Festival de Cannes, qui se renouvelle pas tellement d'une année sur l'autre, ils ont trouvé que c'était pas mal d'avoir un blogueur qui avait accès au monde, qui pouvait un petit peu diffuser la bonne parole. C'est la raison pour laquelle ils m'ont invité. Et ça fait 3 ans que je participe à ce jury. On essaye de faire du bon boulot, mais surtout le gros avantage que j'ai, c'est que je suis censé tester un petit peu tous les jeux qui sortent, qui paraissent, et ça justifie des achats compulsifs auprès de mon épouse. Ah, et puis t'es un gros joueur en plus. Oui, moi j'adore le côté créatif qu'il y a dans le jeu de société. C'est un univers comme dans la bande dessinée où tu rencontres des gens en permanence qui ont des tonnes d'idées, qui bouillonnent de nouveaux mécanismes, de nouveaux thèmes, de choses qu'ils ont envie d'adapter. Et en plus, le gros avantage, c'est que tu fais participer les gens qui sont autour de toi. Dès qu'il y a un nouveau jeu, il faut se mettre autour d'une table, faut sortir les pions, faut s'amuser ensemble. Ce qui est un petit peu le cas de la bande dessinée, sauf qu'en bande dessinée, on est beaucoup plus solitaire. Tu as illustré 2 jeux, si je ne me trompe pas. Voilà, du coup, j'ai illustré 2 jeux. Bon, là, ma participation en tant que créatif est plus légère que dans le monde de la bande dessinée, puisque c'est vraiment mon loisir. Mais oui, j'étais bien content de participer un petit peu. Donc il y a eu Casse-toi pauvre con, ouais. Et le deuxième, j'ai oublié. Le deuxième, c'est Si j'étais président, un jeu sur la campagne présidentielle. C'est un peu des thèmes... C'est des thèmes qui me correspondent, mais t'as vu mon dessin, je peux pas tout faire non plus. Hein. Ok, et encore un Monsieur Patate, Martin Wittberg. Ça pourrait être un jeu rigolo. Alors on prépare un petit jeu toujours chez le même éditeur à base de rébus. Je sais pas si tu l'as vu sur mon site, les Picto Patato, qui vont être donc adaptés en boîte. C'est pas vraiment du jeu de société, c'est plus un concept objet. Ils sont super durs, tes Picto Patato. Ouais, le principe c'est que ça sera très dur, mais l'idée c'est que le jeu puisse durer quand même un minimum de temps. Donc faut pas qu'on trouve toutes les réponses trop vite. Ah oui, moi j'en ai pour au moins 3 jours de 12 000 heures. J'en ai pour 3 jours pour trouver une carte, pour trouver un truc. Mais ça marche très bien. L'idée c'est qu'on colle les cartes sur le frigo. Donc faudra avoir des aimants en plus. Et si tu les trouves dans la seconde, c'est pas drôle. Il faut que pendant 3 jours, tu te creuses la cervelle et qu'à un moment, tu aies l'illumination. Parce que pour expliquer à ceux qui n'ont pas vu ces petits rébus, ce sont des dessins complètement énigmatiques. Par exemple, on a un personnage, une patate, donc, qui rentre dans l'eau et qui ressort blanchi. Et il faut trouver quelque chose par rapport à ça. Donc pendant 3-4 jours, on va se creuser la cervelle, on va essayer de trouver quel est le thème, quelle est la petite phrase qui fait que on va avoir une illumination. Et au bout d'un moment, il faut que la réponse paraisse évidente. Et là, en l'occurrence, la réponse de ce Picto Patato-là, c'est l'eau rend blanc. Parce que l'eau rend blanc. Ok. Et si en plus, au moment de l'illumination, on a un petit éclat de rire, c'est parfait. Non, les Picto Patato, tous les ans, t'en mets à telle période. Ouais. L'été, souvent, on en met quelques-uns sur le site. Et moi, je trouve jamais, en fait. Le problème du site, c'est qu'il y a des gens qui trouvent très vite. Oui. Donc, on se décourage, on cherche pas plus que ça. Là, adapté en boîte avec des petites cartes, chacun joue dans son coin. Et a priori, on a des chances quand même, parce que bon, c'est pas non plus sorcier, il y a moyen de trouver, malgré tout. On a des chances de trouver soi-même les bonnes réponses. Au sein d'un couple, c'est sympa ça. Le premier qui trouve ne fait pas la vaisselle. Ah, pas mal. Le problème, c'est que c'est souvent le même qui trouve. Oui. C'est lui qui les fait en plus. Bon, toi, dans ton couple, c'est mort. Hein. Et on a un lave-vaisselle. Ouais, mais tout de suite.
La technologie, ça casse tout le plaisir du jeu. Justement, au niveau, tu disais que tu t'intéressais à tout ce qui était ces mécanismes, etc. Toi, t'as pas d'idée de jeu qu'un jour? Si, j'en ai plein. Le problème, c'est que c'est un vrai métier. On s'imagine qu'il suffit d'y réfléchir pour avoir un jeu qui est prêt à jouer, qui est calibré, qui fonctionne bien. Et la vérité, c'est qu'il faut s'y préparer, il faut mettre en place les mécanismes, il faut faire de la découpe, il faut faire un prototype, avoir des gens, tester, se rendre compte que ça marche pas, parce que ça marche jamais du premier coup. Hein. Quand on discute un petit peu avec un auteur de jeu, un jeu qui paraît, c'est un an de travail souvent, voire plus. Donc, et des heures de test. Voilà. Et souvent, entre la première version et puis celle qui est parue, il y a une différence phénoménale. Ouais, nous, c'est ce qu'on avait vu sur des festivals de jeux de société à Roquevert, près de Marseille. On avait justement des personnes qui présentaient des jeux qui étaient encore en cours de finalisation. Et c'est vrai que tu testais les règles avec eux. Et puis bon, voilà, tu dis, mais là, en fait, si je fais ça pose pas un souci, parce que du coup, tu bloques le jeu. Ah ouais, non, c'est vrai. Donc... Et au fur et à mesure, voilà, les règles vont évoluer parce que voilà, tu te confrontes aux difficultés, quoi. C'est presque l'aspect qui est le plus intéressant, parce qu'en fait, si jamais c'est juste un flash et une idée rapide, bon, il y a l'aspect créatif est assez limité finalement. Hein. Alors, j'ai aussi trouvé un truc en faisant des recherches. Tu as participé à Spider-Man et les héros Marvel numéro 4, le fascicule. Je suis pas au courant. Si, c'est sur BDGest. C'est sur BDGest. Ouais, donc c'est que c'est vrai. C'est sur Amazon, je vais avoir des trucs comme ça dont on est parfois crédité pour des bouquins qu'on n'a jamais conçus. Je me suis dit, je suis content, écoute, parce que je le savais pas, et c'est un de mes rêves, en fait, participer à un comics américain dans un style en plus réaliste, hein, j'imagine. Parce que... Ah oui. Oui, non, mais je suis assez content. Il va falloir que je me l'achète. Pense à demander tes droits d'auteur quand même. Ouais. Le diront. Les droits d'auteur chez Marvel, je suis pas sûr que. T'es sensible à tout ce qui se dit? Monsieur Patate en Spider-Man. J'ai déjà dû le faire probablement, si je fouille un peu sur le site. À mon avis, j'ai déjà tout fait. T'es sensible justement à ce que je veux dire, quand on a un blog qui est très lu comme le tien, il y a beaucoup de critiques, beaucoup de commentaires. T'es sensible un peu à ça et aux trolls aussi, hein, parce que... Ouais, ça a un petit peu changé entre les débuts du blog et maintenant. C'est-à-dire qu'à une époque, tous les mecs qui venaient commenter tes dessins, c'est ceux que tu connaissais personnellement. Maintenant, le public a beaucoup évolué. J'ai plus déjà mon public d'instit que j'avais auparavant avec le journal d'un remplaçant. J'ai plus un public cosmopolite du monde, avec des personnes de tout âge, intéressées surtout par l'actualité et beaucoup par les polémiques. Donc du coup, j'ai un petit peu de recul par rapport à ça. J'avoue qu'il y a des jours où je les regarde même pas les commentaires. Oh, c'est moche. Bah ouais, mais bon, quand les sujets sont très polémiques, si je fais une note sur le mariage gay par exemple, il faut surveiller un petit peu qu'il n'y ait pas trop de débordements, mais les commentaires n'ont aucun intérêt, c'est juste de la polémique. Ouais. Mais donc c'est pour ça, jauger un petit peu la température de ce que le public est capable de recevoir aussi, quoi. Voilà, mais les vrais commentateurs, les réguliers, ceux qui vont suivre tout le blog, c'est plus sur les notes anecdotiques qu'on va les retrouver que sur les plus polémiques. Ton actualité, là, c'est quoi? Est-ce que tu as une actualité? Ouais, j'en ai plein. Alors le souci, c'est que je m'engage dans trop de trucs et que, tu vois, là, tu me demandes ce que je fais. À la limite, j'ai déjà tout effacé. Et souvent, je reçois des mails catastrophés des éditeurs. Mais alors, ton bouquin, ton truc, le dessin que tu dois nous faire pour notre magazine, t'en es où? Et j'ai complètement oublié que je m'étais engagé. Faut que je trouve des systèmes pour ordonner un petit peu tout ça. Mais bon, il y a un jeu en cours, il y a un ou deux bouquins sur lesquels je dois avancer pour Delcourt, des illustrations, plein de choses. Pas de nouvelles BD qui soient pas issues du blog? Si, c'est prévu, il faut juste réussir à le faire. Il aurait fallu que ça sorte en septembre, puis j'ai pas réussi à avancer suffisamment dessus, donc j'imagine que ce sera peut-être pour le début d'année prochaine. On verra. Petite idée de la thématique. Sur l'enseignement, j'aimerais bien revenir dessus. D'accord, c'est vraiment un sujet, t'es toujours... Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai raconté une année d'enseignement. Mais j'ai pas du tout balayé tous les thèmes que j'avais envie d'évoquer. Et depuis la fin de cet album, j'ai très envie de retravailler dessus. Delcourt m'avait poussé à le faire à l'époque en me disant t'as fait un bouquin, il faut faire le suivant. Et par esprit de contradiction et par peur de m'enfermer, j'ai pas voulu le faire tout de suite. Mais maintenant, il y a un peu d'eau qui est passée sous les ponts et il est tout à fait possible d'y retourner, je pense. Et de faire un projet sur une autre thématique, toujours avec ta technique de dessin, mais faire une histoire, je sais pas, d'aventure ou de quelque chose alors une histoire complète, quoi. Oui, bien sûr. Je l'avais fait donc sur Perdu sur l'île déserte. J'ai la possibilité maintenant de le faire dans mes recueils d'actualité. Et c'est plutôt sur cette voie-là que déjà parce que je manque de temps pour pouvoir mener 12 projets en parallèle.
Mais je peux faire n'importe quoi dans ces recueils-là. Il y a toujours les dessins d'actualité, mais je peux faire une ligne conductrice rigolote, d'aventure. Et là, il est question que je fasse une petite BD sur les zombies dans le prochain recueil. Je fais exactement ce que je veux. Je pense que c'est aussi pour ça que ces recueils peuvent être intéressants, parce qu'on va retrouver un peu plus que ce qu'on a retrouvé sur le blog. Donc ça me satisfait complètement sur ce plan-là. Et envie de dessiner autrement que des bonhommes patates? J'avais commencé autrement, même le premier dessin que j'ai publié, c'était dans un style semi-réaliste. Dans La boîte d'aluminium, ça s'appelait un recueil de Sébastien Vincent. Et oui, après, j'aimerais bien, ouais, mais c'est pas un moteur suffisant pour faire que j'arrête un petit peu le blog pour me consacrer à ça, parce que ça demande quand même un entraînement énorme. Tu as dû faire quelques dessins animaliers qui étaient plutôt ouais, pas mal, c'était rigolo, oui. Après, bon, faudrait aussi que j'arrive à stabiliser un tout petit peu ma situation administrative pour savoir où je vais, combien je gagne par mois et prendre des risques, parce que là, du coup, ça devient une activité complètement... Ouais, mais voilà. Globalement, alors là, donc tu es en... Comment tu es payé par tout ton travail d'illustrateur à l'heure actuelle, tu arrives à en vivre? Oui, sans problème. Le problème, c'est que je ne sais pas combien je vais gagner dans 3 mois. D'accord. Donc sur l'instant, à la fin du mois, je me rends compte, bah oui, il n'y avait pas de souci, en fait, j'étais pas obligé d'accepter tous ces boulots à la con. Sauf que, comme il y a un doute, je le fais quand même à chaque fois. Et ça, c'est un peu plus... Mais bon, des envies, j'en ai des tonnes. Moi, j'aimerais bien travailler, j'aimerais bien faire des scénars, j'aimerais bien écrire des bouquins, même sans dessin. Le problème, c'est qu'il faut réussir à se canaliser un tout petit peu et pas faire trop de conneries. Ok. D'autres questions? On passe à la seconde partie. On passe à la seconde partie. Allez, c'est parti. Ah, mauvais jingle. C'est pas le bon jingle. Donc, je t'ai demandé de réfléchir à quelques bandes dessinées qui t'ont marqué ça vient. récemment. Vas-y. Voilà, qui t'ont Vas-y, marqué parle. récemment ou qui t'ont influencé. C'est récemment, peut-être en plus. plus ou moins, non, même des trucs vieux ou récents, des choses qui t'ont plu. C'est peut-être des choses, j'essaie de broder le temps que tu réfléchisses. Ouais. C'est peut-être des choses très récentes ou très anciennes qui t'ont marqué par le dessin, le scénario, la qualité de la narration exceptionnelle. Que quand tu les as lus, voilà, t'as pris une grande claque. C'est vraiment pour toi un bouquin qui doit être dans toute bonne bibliothèque ou qu'il faut absolument avoir lu, que t'as déjà C'est bon, offert les gars, 50 fois. il a trouvé. Les gars, c'est bon, il a trouvé. Non, mais C'est bon. là, tu l'as déjà offert 50 Mais là, il fois, voudrait parler. que tu Arrêtez. veux le donner à plusieurs Il voudrait personnes. donner sa réponse. Stop. Vas-y, parle. Donc un bouquin récent qui m'a beaucoup marqué. Le problème que j'ai, c'est que, comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de mal à suivre. Il y a une époque, j'allais dans les librairies et j'achetais tout ce qui m'intéressait. Tous les bouquins qui me plaisaient, je les prenais. Et c'est comme ça, par exemple, que j'avais découvert Pilule Bleue, qui est un des livres qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus donné envie de me mettre à la bande dessinée, voire à l'autobiographie. Je ne sais pas dans quelle mesure il a joué sur le fait de commencer le journal d'un remplaçant, mais probablement que ça a compté un petit peu aussi. Est-ce que tu peux justement résumer vite fait Pilule Bleue? Alors, Pilule Bleue, c'est Frédéric Peters qui raconte un petit peu son expérience, son histoire d'amour avec sa compagne, qui est victime qui est séropositive. Et donc il a fait un bouquin très sensible sur ce sujet-là, pas du tout catastrophique, juste une histoire d'amour, puis une autobiographie qui mérite d'être lue. Et j'étais tombé dessus par hasard chez le libraire, j'avais ouvert, je me suis dit tiens, le style de dessin me plaît bien, et j'avais acheté, donc comme toutes les bandes dessinées qui m'intéressaient un petit peu comme ça en feuilletant. Et aujourd'hui, je peux plus trop faire ça parce qu'il y a tellement de BD qui sont bien, qui paraissent bien, dont le thème a l'air intéressant, et tellement d'autobio, de livres, de romans graphiques, que du coup, ça m'a freiné plus qu'autre chose, parce que ne pouvant pas acheter tout ce que je veux, j'en achète moins, tout simplement. T'as pas de conseillers, de personnes références qui pourraient t'aider à te dire lis ça, c'est trop bien. Si, il y a pas mal de gens auxquels je fais attention au niveau des goûts. Un autre souci que j'ai, c'est que j'habite assez loin de la ville, donc je vais un peu moins chez mon libraire, qui lui est très doué. Alors le problème, c'est qu'il a fermé en plus. C'était la librairie Campo de Vaux, pour ceux qui connaissent, à Besançon, qui a été fermée, et ce libraire-là doit réouvrir une nouvelle librairie en octobre. Donc en plus, il y a eu une année de creux où je n'ai pas trop pu le voir. Mais ouais, les conseils, ça peut aider aussi. Mais malgré tout, moi, j'avais le plaisir d'aller dans les rayons et puis de fouiller un petit peu. C'est un plaisir que j'ai toujours eu, auquel je suis attaché. Bon, je crois qu'on a à peu près réussi à s'en sortir. J'en ai cité qu'une. Hein. Ouais. T'en as d'autres? Ah oui. Ah, vas-y. Alors, une qui m'a marqué assez récemment, c'est Pistouvi. Je ne sais pas si vous la connaissez, celle-là,
une sorte de manga européen, à cheval entre les deux, je crois que c'est chez Dargo, non? Dargo, oui, c'est ça. Et qui est une bande dessinée, on ne sait pas trop si c'est pour enfants ou pour adultes. Moi, je l'ai acheté dans l'optique de le lire à mes gamins, on l'a lu ensemble, et en fait, c'est une histoire qui est... Ah non, ça a très très bien marché avec mon fils, il a 6 ans. Hein. D'accord. Donc ça a bien marché parce que c'est une histoire, on a l'impression que c'est un conte, on ne sait pas trop qui sont les personnages. Je ne saurais pas la résumer. Hein. Je te laisse le faire si tu as envie. Nous avons chroniqué dans une de nos émissions, je ne sais pas laquelle, et c'est vrai qu'à résumer, c'est pas évident. Et il y a un côté poétique dans cette bande dessinée, une histoire d'amour entre une petite fille et un renard un peu magique. Avec l'agriculteur, non, qui est un géant. Ouais. Et donc les personnages ne sont pas décrits. On tombe sur des bonhommes comme ça, très bizarres, on ne sait pas où ils sont, quelle est cette planète, quel est cet univers. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui transparaît et à la fin de l'album, ça va au-delà de ce qui est simplement raconté dans le récit. Et arriver à ce tour de force, ça me marque, moi, en bande dessinée. Donc c'est une des bandes dessinées que je trouve fondatrices de ces dernières années. Ok. Tu lis de la BD en ligne? Non, quasiment pas. Quasiment pas. Je suis quelques blogs, mais... Tu t'es intéressé un peu à toutes les expériences de BD online? Par exemple, je pense à un truc dans lequel tu pourrais avoir ta place, genre Mauvais Esprit, qui est vraiment du dessin d'humour, ou même les autres genres, peut-être, ça aurait été drôle. Oui, il m'avait proposé les autres genres. Le souci, c'est que j'ai un peu du mal avec ce principe de série, que ce soit d'ailleurs à la télévision ou sur Internet. Donc j'avais du mal à suivre moi le récit de moi-même, donc pour pouvoir m'intégrer dans le truc, c'était pas évident, mais j'aurais bien aimé. Et sinon, j'ai accès au Monde, donc c'est mon magazine en ligne, hein, donc c'est la possibilité d'être lu par un grand nombre. Donc le Mauvais Esprit, c'est très bien, mais est-ce que c'est pas un petit peu redondant avec ce que je fais déjà? Je suis pas certain. Dans ce cas-là, des plateformes, je pense à celles qui sont en train d'émerger, Professeur Cyclope ou la Revue Dessinée, par exemple. Tu parlais de refaire quelque chose sur l'enseignement. La Revue Dessinée pourrait être le genre. Mais encore une fois, je de la prépublication, je dirais. Ouais, mais je pense j'aurais moins de lectorat que si je le mets simplement sur mon blog. Donc, quel est l'intérêt pour moi? C'est super bien pour les gens qui commencent. C'est vraiment des initiatives. J'aurais bien aimé les avoir quand j'ai commencé à dessiner. Mais aujourd'hui, je suis pas certain que moi, ça m'apporte grand-chose. Ok. On va pouvoir passer à nos questions à la con. À la très chouette. Et là, on fait pas la modification qu'on a fait hier. Si, on peut la changer avec de légumes. Oui, c'est ça. On va faire ça comme ça. T'avais pensé à ça aussi? Ouais. Bon, je vous laisse le faire. Alors, en fait, on va te donner 2 mots. Oui. Il faut que tu en choisisses un. Oh, je sais faire ça. Tu justifies ou pas? Ok. Tu as droit à des jokers. Alors, Hergé ou Franquin? Moi, c'était plutôt Hergé. Quand j'étais gamin, ma maman me lisait Tintin. Elle faisait les voix de tous les personnages, ce qui a fait un choc quand j'ai vu les premiers dessins animés à la télé, de me rendre compte que Capitaine Haddock n'a pas une voix de femme. Et Franquin, j'ai découvert plus tard, beaucoup plus tard, et du coup, je suis plus marqué par Hergé, tout simplement, même si je vois très bien les défauts et les limites qu'il y a dans sa narration. À moteur ou à plume? Moteur ou à plume? Plutôt à plume, moi. Ouais, je préfère monter sur un oiseau, voler avec... Non, je suis pas intéressé par les voitures, la mécanique, ça me parle pas du tout, donc on va dire à plume. C'est quand même rigolo de voir que tout de suite il est parti sur un moyen de transport, alors qu'hier on a posé la même question à Arthur de Pince, ouais. Et il est resté comme de rond de flanc et à pas avoir... pas d'idées qui viennent. Pas d'idées qui ont germé dessus, c'est rigolo, chacun le prend de son point de vue. Soleil ou l'association? Alors, j'ai commencé la BD en m'intéressant à l'association, mais surtout que Soleil a été racheté par Delcourt et que Delcourt est mon éditeur. Non, mais j'ai pas du tout de limite au niveau de ce que je lis. L'une des dernières BD que j'ai lues, là, je me suis décidé d'acheter toutes les BD de Christophe Beck, qui est un auteur qui, j'imagine, n'est pas du tout dans le type même de ce qu'on trouve à l'association, qui fait de la bande dessinée hollywoodienne, je dirais, mais qui l'a fait pas mal, et avec qui je prends du plaisir à lire ses albums. Donc j'ai pas envie de répondre Soleil ou l'association. Je pense qu'il y a des trucs géniaux dans l'heroic fantasy, il y a des trucs géniaux à l'association, puis il y a des trucs pourris aussi, il faut pas hésiter à le dire. Slip ou caleçon? Ah, caleçon, slip, boxeur. Je peux dire boxeur? Ouais. Ouais, ça, on te l'accorde. Citrouille ou poireau? Citrouille. C'est quand même meilleur. Puis on peut faire des tartes sucrées avec la citrouille. Puis le poireau, tu peux pas dessiner dedans, tu peux pas le creuser. Non, citrouille. Blonde ou brune?
Moi, je préférais les brunes, mais ma femme est blonde, donc j'hésite. Ça, j'ai remarqué, c'est toujours ça en fait. On préfère, Ouais, on a un c'est- type qu'on préfère et c'est Normalement, il toujours faut que je l'autre qu'on réponde blonde, mais brune. Elle écoutera. Elle écoutera pas. Donc Ça va. blonde. Batman ou Superman? Batman. Superman, c'est nul, franchement. Ça aussi, c'est délirant parce que quasiment tout le monde répond la même chose. Ouais. Je crois qu'on a eu un fan On de a dû Superman. avoir un Superman. Xbox ou Wii? Xbox. Sans aucune hésitation par rapport aux jeux qui sont sur la Xbox, en sachant que je joue pas. D'accord. En fait, ça serait PC plutôt. Noir et blanc pas cher ou couleur de luxe? Oh bah, couleur de luxe. Noir et blanc. Le problème, tu sais, le pas cher là qui me pose problème. C'est pas le. Moi, luxe, hein, de toute façon. C'est comme si on me disait hôtel 4 étoiles ou Formule 1. Bah, 4 étoiles. Hein. Ouais, mais là, tu penses au papier toilette tout de suite et c'est pas bien. Ouais, aussi. Thé ou café? Pendant longtemps, c'était café, mais j'ai des aigreurs d'estomac. Pareil, Les gars, on parlait tout du à l'heure, du papier toilette juste avant. Donc, en fait, il y a des thés qui sont vachement sympas. Trondheim ou Larsenet? Plutôt Trondheim parce que Larsenet a un côté dépressif qui me fait peur. Sinon, c'est un auteur génial. Mais bon, voilà, quand je lis son blog, quand je le croise et que je me dis que Trondheim, malgré son esprit un peu tordu aussi, j'aurais moins de mal avec lui, je pense. T'as dit que t'es plutôt PC, alors peut-être que tu pourras répondre à cette question, mais c'est pas gagné. Protoss ou Zerg? Humain. Ah non. Bonne Sinon option. Protoss, parce que Zerg c'est moche quand même. Numérique ou traditionnel? Moi je fais les deux, c'est-à-dire que je dessine à la main et après j'encre, je colorise sur ordinateur. Je préfère le traditionnel quand même. Bière ou pastis? Il y a beaucoup de bières que j'aime pas, donc on va dire pastis. One Shot ou Saga? C'est pas rare pastis comme réponse. J'imagine Non, parce que- qu'en fait, j'ai l'impression que tout le monde veut nous faire plaisir en disant pastis. C'est vrai. On a quasiment que des pastis, c'est infernal. Parce que les gens boivent surtout de la bière quand même. Hein. Oui. Oui, même nous. One Shot ou Saga? Bon, les deux, ça dépend. Hein. Non, j'ai pas de préférence. Blur ou Oasis? Oasis parce que je connais pas bien leur. je sais pas ce qu'ils font en fait. C'est con. Je suis complètement nul en musique. Vous m'avez pas dit que c'était une radio sur la musique aussi. Je l'ai pas préparé. Ouais, on a plein de questions. On fait tout. Après, on a des questions bricolage aussi. Non mais Oasis je connais pas très bien non plus. Donald ou Howard the Duck? Donald. Moi j'ai commencé aussi la bande dessinée en m'intéressant en recevant Picsou Magazine. C'est ce qui m'a donné envie de dessiner parce que ma maman me racontait les Tintins, mais le dessin est venu vraiment avec Picsou Magazine. Atari ou Amiga? J'en sais rien, j'avais pas le droit de jouer à la console quand j'étais petit. Tu as fait un procès à tes parents depuis? J'ai commencé les consoles avec les Sega. Donc Atari, Amiga, non, j'ai pas fait. Toriyama ou Otomo? Otomo, parce que j'ai toujours pas lu Dragon Ball. J'ai du retard. Ouais. Ah oui, là, tiens. Puis je vais poser quand même celle-là, parce que c'est celle qui me fait rire. C'est Jonah Jameson ou Jenna Jameson? Je connais pas Jonah Jameson. Et C'est le premier. attends, Jonah Jameson. C'est quoi, c'est un sportif? Non, Non. C'est le rédacteur en chef de Peter Parker. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, mais c'est pas trop mon truc, Spider-Man, moi. Donc, Par contre, Janet Jameson, visiblement, c'est plus ton j'aimerais bien dire que je connais pas, mais je crois savoir un petit peu ce qu'elle fait. Voilà, donc en fait, c'est parce qu'un jour, on chroniquait un Spider-Man, j'ai fourché et j'ai dit Jenna Jameson. Ah ouais, Et- t'as et révélé là- toute une. C'est ça. Et là, ça a été tout un pan de ma vie qui s'est effondré et du coup, Et donc là, généralement, les gens que j'ai invités connaissent pas Jenna plutôt. tout le monde dit Jonah en fait. Ouais. Ouais, mais ils connaissent. Il y en a qui disent rien. Là, j'avoue que tu as été le plus honnête de tous, parce que tous ils disent Jonah Jameson. Ceci dit, c'est pas trop mon type de nana, elle est blonde. Ouais, C'est vrai. t'es marié, Elle je crois. fut brune, c'est ça? Je sais pas. Ok, et ben voilà.
Merci Martin d'avoir répondu à nos questions. C'était un vrai plaisir. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te trouver sur le web? Sur Google, vous tapez Wittberg dans Google et puis Google Images, quoi. Il y a tout ce qu'il faut dessus. T'as un compte Twitter? Ouais, mais bon, après tout se trouve très facilement. Donc Martin Wittberg, et puis moi je mettrai les liens dans l'article. En ce qui nous concerne, vous pouvez nous retrouver sur lavoidesbulles.fr. On a un Facebook, un Twitter, etc. La totale, et tout se passe très très bien. Et puis je crois qu'on en a fini pour notre émission. Tu as quelque chose à rajouter? Non. Là je les vois qui sont en train de se passer les feuilles, je ne sais pas pourquoi. C'est assez galère. Je lance le générique de fin et puis on te dit au revoir Martin, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Là, faut que je dise bonjour. Bonjour, je suis Martin Wittberg et vous écoutez La Voix des Bulles.